La planète Terre. Le berceau de l'humanité. La planète où tous les humains ont évolué depuis des milliers d'années. La seule planète où l'humanité a vécu, pour l'instant du moins. Cette planète, elle est faite pour nous, mais nous sommes aussi faits pour elle, pour ses conditions de vie idéales pour l'être humain. Et parmi ces conditions, on pense souvent à la distance du Soleil qui rend le climat habitable, la forte présence d'eau, sans laquelle la vie n'aurait pas pu naître, ou encore le fait que nous ne sommes pas les seuls à vivre ici, et que, de fait, les ressources sont particulièrement abondantes. Mais dans toutes les conditions qui font que l'humain est ce qu'il est, on en oublie souvent une condition essentielle. Un principe physique que nous connaissons tous, plus ou moins. Un principe qui a littéralement façonné le vivant. Présent partout, tout le temps, qu'on le veuille ou non. On n'y fait même plus vraiment attention en vrai. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement la gravité. Sans elle, rien de ce que nous connaissons serait identique. Déjà parce que la Terre ne serait pas formée, mais aussi parce qu'elle agit en continu sur nos corps et sur notre environnement. Alors aujourd'hui, nous allons voir quels sont concrètement les effets de la gravité sur le corps humain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouveau documentaire, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, mais en même temps avec l'application de la sortie Serious Star ça a été un peu compliqué, surtout avec l'ajout de la carte du ciel sur l'application, d'ailleurs allez voir ça si c'est pas encore déjà fait. Mais bref, du coup on a un petit peu galéré avec ce documentaire, mais il est enfin là, et j'espère que ça va vous plaire. Et s'il existe, c'est en partie grâce à l'Agence Spatiale Européenne qui m'a permis de faire un vol 0G avec Novespace. Vous allez voir, c'est hyper instructif, c'est hyper intéressant, donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Sur ce, merci à tous ceux qui s'abonneront, merci à tous ceux qui likeront ce documentaire. Et je vous embête pas plus, on est parti. Alors je suis Jean-François Clairvoy, sélectionné il y a 40 ans dans le premier corps d'astronautes français professionnels. J'ai rejoint l'ESA, puis la NASA et effectué 3 vols dans la navette spatiale américaine. J'ai aussi créé il y a 35 ans, avec un collègue astronaute français, les premiers vols paraboliques qui permettent à un avion de recréer la vraie apesanteur. Tout commence avec un nom que vous connaissez tous, Isaac Newton. À l'époque de Newton, l'univers est beaucoup plus simple dans sa manière d'être décrit. L'espace, c'est une sorte de décor fixe, le temps, c'est une horloge universelle qui tourne de la même manière pour tout le monde, partout. Et à l'intérieur de ce décor, il y a des objets, des planètes, des étoiles, des hommes, et ces objets interagissent entre eux grâce à des forces, dont une en particulier, la gravitation. Alors, la gravitation, dans la vision de Newton, c'est assez direct. Tous les objets s'attirent entre eux, toujours, peu importe la distance, peu importe l'endroit. Et cette attraction dépend de leur masse. Donc plus un objet est massif, plus il attire fortement les autres. Donc la Terre attire la pomme, le Soleil attire la Terre, et la Terre attire aussi le Soleil d'ailleurs, juste beaucoup moins parce qu'elle est beaucoup moins massive. En fait, il dit que la masse attire la masse, mais que c'est la masse la plus forte qui gagnera toujours. Et cette interaction, Newton la décrit comme une force, une vraie force. Mais Newton va plus loin. Parce que selon lui, la gravité agit instantanément. Et ce, même à très grande distance. Ou même avec des masses très faibles. L'attraction est simplement plus ou moins forte, plus ou moins perceptible, plus ou moins compensée par d'autres phénomènes physiques que la pomme subit dans son environnement. Mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'elles peuvent être compensées ? Imaginez une pomme accrochée à son pommier, quand même l'exemple le plus parlant quand on parle de Newton. Eh bien cette pomme, elle exerce une attraction sur ce qui l'entoure. Mais si on laisse tomber cette pomme sur Terre, c'est bien la Terre qui va attirer la pomme. La pomme va tomber. C'est pas la pomme qui va attirer la Terre. Ça poserait quand même quelques petits problèmes. Mais la pomme, même si elle est attirée en permanence par la gravité terrestre, ne tombe pas indéfiniment. Ce que je veux dire par là, c'est que une fois au sol, elle ne tombe plus. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais ça veut dire une chose, la gravité n'agit jamais seule. Elle est toujours en dialogue avec les autres forces. La résistance de l'air, la solidité d'une branche, la rigidité du sol, la force que nous mettons à soulever un objet, même la pression exercée par nos pieds pour rester debout. Chaque mouvement, chaque équilibre est une sorte de négociation permanente entre la gravité et tout ce qui, autour d'elle, lui répond ou lui résiste. Mais il y a un détail qui pose problème. Un détail qu'on a un peu laissé de côté au début.
comment cette force agit-elle ? Parce que dans le modèle de Newton, la gravité agit instantanément, comme si le Soleil pouvait savoir immédiatement où se trouve la Terre et exercer une force sur elle, sans délai, même à des millions de kilomètres. Et ça, c'est étrange, très étrange même. Et puis avec le temps, d'autres problèmes apparaissent, notamment avec la lumière. Parce que la lumière n'a pas de masse. Donc logiquement, elle ne devrait pas être influencée par la gravité. Bah oui, parce que si c'est la masse qui attire la masse, comment la lumière pourrait-elle être attirée ? Et pourtant, on observe qu'elle est déviée, qu'elle ne suit pas toujours une ligne droite, et que dans certains cas, elle est attirée par des objets très massifs. Donc petit à petit, on se rend compte que quelque chose ne colle pas complètement. Et c'est là qu'arrive Einstein. Et lui, il ne veut pas juste corriger un détail, il va changer complètement la manière de poser le problème. Il va poser une question simple. Et si en fait la gravité n'était pas une force ? Il dit que ce n'est pas une force qui attire les objets, c'est l'espace lui-même qui est déformé par la masse. Et là tout bascule, parce qu'on n'est plus du tout dans la même logique. L'espace n'est plus un décor fixe, il devient dynamique. Il peut se courber, se déformer, réagir à ce qu'on met dedans. Et le temps lui aussi entre dans l'équation. Parce que pour Einstein, on ne peut pas séparer les deux. L'espace et le temps sont liés. Ils forment un tout, l'espace-temps. Et pour comprendre ça, on peut prendre une image très simple. Imaginez un drap tendu. Ce drap, c'est l'espace-temps. Si vous posez une petite bille dessus, il ne se passe pas grand-chose. Mais si vous posez une boule lourde, le drap se creuse, il se déforme. Et maintenant, si vous faites rouler une autre bille à proximité, elle ne va pas aller tout droit. Elle va suivre la pente, elle va être déviée. Pas parce qu'on la tire avec une force invisible, mais parce que le terrain sur lequel elle se déplace est courbé. Imaginez maintenant que cette bille est lancée avec une certaine vitesse. Si elle est assez rapide, elle ne va pas tomber directement dans le creux du drap. Elle sera légèrement déviée, mais sa vitesse lui permettra de continuer son chemin. Là où ça devient intéressant, c'est quand on met une bille très très lourde sur le drap. Ça représente un objet extrêmement massif à l'échelle de l'univers. Là, le creux formé sera tellement grand que peu importe la vitesse de la bille qu'on lancera, elle finira dans le creux. Grâce à sa vitesse, elle ne tombera pas en ligne droite, mais roulera dans le creux avec une trajectoire en forme de spirale, se rapprochant petit à petit de la bille très lourde. La masse attire la masse, mais pas par magie, par déformation de la toile de l'espace-temps. La Terre ne tourne pas autour du Soleil parce qu'elle est tirée par une force au sens classique. Elle suit simplement la courbure de l'espace-temps créée par la masse du Soleil. Et là, d'un coup, plein de choses deviennent plus claires. La lumière, par exemple, elle n'a pas de masse, mais elle se déplace dans l'espace-temps. Donc si l'espace-temps est courbé, son trajet l'est aussi. Pas parce qu'elle est attirée, mais parce que le chemin lui-même est déformé. Mais donc, est-ce que la gravité est vraiment partout tout le temps ? Eh bien oui, mais c'est pas aussi simple. En réalité, la gravité existe partout dans l'univers. Chaque objet qui possède une masse attire les autres objets. C'est elle qui maintient les planètes autour du Soleil, la Lune autour de la Terre, et qui vous garde les pieds au sol. Mais cette attraction n'est pas toujours aussi forte. Tout dépend de la masse de l'astre sur lequel vous vous trouvez. Par exemple, sur la Lune, la gravité est environ 6 fois plus faible que sur la Terre. Si une personne pesait 60 kg sur Terre, sa masse resterait exactement la même sur la Lune, mais son poids serait beaucoup plus faible. Elle pourrait réaliser des bonds impressionnants et rester plus longtemps en l'air. A l'inverse, sur une planète plus massive que la Terre, la gravité serait plus forte, et chaque mouvement demanderait davantage d'efforts. La gravité est donc présente partout, mais son intensité varie d'un astre à l'autre. La loi qui régit l'univers depuis le début, qu'on appelle le Big Bang, c'est la gravité. C'est la gravité qui fait que les étoiles s'effondrent sur elles-mêmes et provoquent de la fusion et rayonnent. Et la gravité est la loi principale, c'est la plus importante à l'échelle cosmique. Pour nous, humains, nous sommes nés sur un corps massif, la Terre, qui exerce une force de gravité, qui nous plaque à la surface et qui a fait qu'on est comme on est, avec des muscles, avec des os pour pas s'affaler par terre. Et tout ça, ça conditionne notre évolution. Lorsqu'on n'est plus soumis à la gravité, donc très très loin de tout corps céleste massif, on est en apesanteur ou apesanteur, et on n'a plus besoin des os, on n'a plus besoin des muscles, on pourrait être un mollusque.
Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'on quitte complètement la surface d'une planète ? Est-ce qu'on échappe à la gravité ? Eh bien non. Contrairement à une idée très répandue, les astronautes dans l'espace subissent toujours la gravité terrestre. À l'altitude de la Station spatiale internationale, située à environ 400 km au-dessus de la Terre, la gravité représente encore près de 90% de celle que nous ressentons au sol. La gravité n'a donc pas disparu. Pourtant, lorsque l'on regarde des images tournées à bord de la station, les astronautes flottent dans tous les sens. Les objets semblent suspendus dans l'air. Les gouttes d'eau prennent des formes de sphères qui se déplacent lentement dans la cabine. Tout donne l'impression que la gravité a cessé d'exister. En réalité, ce phénomène porte un nom, c'est l'apesanteur. L'un ou la pesanteur, absence de pesanteur, ça n'est pas l'absence de gravité en français. C'est au contraire lorsqu'on est soumis qu'à la gravité, qu'on est en pure chute libre, où la seule force qui s'applique à son corps est l'attraction gravitationnelle. Là, si une crevasse s'ouvrait sous nos pieds et qu'on était dans le vide, donc sans force de frottement avec l'air, on serait tous, les chaises, vous, moi, en train de chuter dans le même mouvement, sans être ni attirés l'un vers l'autre, plus vers le haut, vers le bas que d'autres, parce que la loi de la chute libre est la même pour tous les corps, quelle que soit leur forme, leur volume et leur masse. C'est le cas des astronautes dans l'espace. Mais dans l'espace, le corps ne presse plus sur rien. Ça n'arrive jamais dans la vie. Sauf quand tu sautes d'un plongeon dans une piscine pendant quelques secondes, tu sens même pas l'air, tu vas pas assez vite, mais ça dure 1 seconde ou 2. Pour comprendre ce qu'est l'apesanteur, il faut imaginer une expérience. Si vous lancez une balle devant vous, elle retombe rapidement sous l'effet de la gravité. Si vous pouviez la lancer beaucoup plus vite, elle parcourrait une distance plus grande avant de toucher le sol. Et si vous pouviez la lancer à une vitesse extraordinaire, suffisamment grande pour suivre la courbure de la Terre, elle continuerait de tomber sans jamais atteindre le sol. C'est exactement ce qui arrive à la Station spatiale internationale. La station est constamment attirée par la Terre. Elle tombe en permanence vers notre planète, mais elle se déplace également à près de 28 000 km/h. Cette vitesse est tellement élevée qu'elle ne s'écrase jamais au sol et reste en orbite. Les astronautes, les objets, les expériences scientifiques et même l'air contenu dans la station tombent tous ensemble à la même vitesse. Comme tout est entraîné dans la même chute, rien ne semble tomber par rapport au reste. C'est cette situation qui crée l'impression de flotter. L'apesanteur n'est donc pas un endroit de l'univers où la gravité disparaît, c'est un état dans lequel tous les objets sont en chute libre permanente. Les scientifiques parlent d'ailleurs plus précisément de micro-pesanteur, parce que de très faibles forces continuent d'agir à bord de la station. Cette situation a des conséquences importantes sur le corps humain. L'absence de gravité a des effets importants sur le corps humain. La microgravité modifie la circulation sanguine vers votre cerveau, elle modifie vos capacités cognitives, elle change la pression dans vos yeux. On observe une diminution de l'activité du système cardiovasculaire, du système immunitaire. Les os des personnes rétrécissent dans l'espace. Les muscles des personnes rétrécissent également dans l'espace. Sur Terre, les muscles travaillent en permanence pour maintenir le corps debout et les os supportent constamment le poids du corps. En apesanteur, ces contraintes disparaissent presque complètement. Les muscles peuvent alors s'affaiblir et les os perdent progressivement de leur densité. C'est pourquoi les astronautes doivent pratiquer plusieurs heures d'exercice physique chaque jour lorsqu'ils séjournent dans l'espace. Mais avant même que le premier humain ne quitte la Terre, les scientifiques se posaient déjà de nombreuses questions. Comment un être vivant réagirait-il à l'apesanteur ? Et les animaux ont ainsi joué un rôle essentiel dans la conquête spatiale, ouvrant la voie aux premiers astronautes et permettant de préparer les grandes missions habitées qui allaient suivre. Selon toi, quelle est la prochaine grande étape pour l'exploration humaine ? La prochaine étape importante, pas la plus grande, c'est retourner vers la Lune. Mais la plus grande étape, et qui est avec beaucoup de nouveautés dans l'histoire de l'humanité, c'est des humains qui partent vers Mars. Je ne parle même pas sur Mars, c'est encore autre chose, mais autour de Mars ou sur Mars. Parce que ceux qui partent vers Mars, à un moment donné, ils ne voient plus la Terre. Et ça n'est arrivé aujourd'hui qu'à une vingtaine d'humains qui sont passés derrière la Lune, donc ils avaient beau chercher, et la Terre est cachée par la Lune. Mais ils savaient qu'au bout de 20 minutes, ils la retrouveraient de l'autre côté. Mais ceux qui partent vers Mars, à un moment donné, pendant des semaines, des mois, ils ne voient plus la Terre. Parce que la Terre est plus proche du Soleil qu'eux. Donc quand ils cherchent à voir la Terre, dans le champ de vue, il y a le Soleil, ils sont éblouis. Il y a le Soleil et le reste sera noir d'encre, vide. Ils ne pourront plus entretenir une conversation libre avec la Terre, à cause du temps de transfert des ondes radio. Et pire que tout, ça c'est aussi une nouveauté
et qui touche plus les astronautes parce que ce n'est pas quelque chose dont le public est conscient, c'est que depuis le vol de Youri Gagarin, il y a 64 ans, dans toutes les missions habitées, il y a un scénario de retour d'urgence sur Terre disponible à tout moment. Depuis l'orbite basse, c'est quelques heures, depuis la Lune, c'est 3 jours maximum. En vous disant là, on arrête, on rentre vers la Terre. Ceux qui partiront vers Mars, ils seront condamnés, quoi qu'il arrive, à passer des mois et des mois dans l'espace. Parce qu'il n'est pas possible, en cours de transfert Terre-Mars, de dire je m'arrête, je fais demi-tour, je réaccélère et je reviens. Et pourtant, malgré toute son importance, les scientifiques cherchent à parfois se débarrasser temporairement de la gravité. Enfin, plus exactement, à se débarrasser de ses effets. Pourquoi ? Eh bien, parce que certaines expériences sont impossibles à réaliser correctement sur Terre. La gravité influence les mouvements des liquides, la formation des matériaux, le comportement des flammes, la croissance de certains organismes vivants ou encore le déplacement de particules extrêmement petites. Pour étudier ces phénomènes, les chercheurs ont parfois besoin d'un environnement dans lequel les effets de la gravité sont fortement réduits. Mais comment faire puisqu'il est impossible de couper la gravité terrestre ? La solution, et étonnante, c'est d'utiliser un avion. Ces vols particuliers sont appelés des vols paraboliques, ou plus simplement des vols 0G. C'est ce que j'ai fait donc. Voici la combinaison pour toi. J'espère qu'elle est à ta taille. Et une dernière chose très importante, parce que nous espérons toujours que tout se passera bien, mais nous préparons toujours le pire. Au cas où tu en aurais besoin, il vaut mieux garder ceci dans ta poche. Mais je pense que c'est très important. On t'a dit ça ? C'est pas vrai, ne les écoute pas. Je m'occuperai de toi, tout ira bien. Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le grand jour, on va faire le vol parabolique. Un petit peu stressé, je sais pas trop comment ça va se passer, mais j'espère que ça va bien se passer, normalement il n'y a pas de raison. Là je vais me changer, je vais mettre la petite tenue, donc c'est une tenue qui résiste à plein de choses, incendie, tout ça je crois, enfin c'est une belle tenue on dirait, c'est vraiment les tenues genre un peu style astronaute, elles sont hyper stylées. Regardez bien ce que je vais faire, là je vais lancer la balle à plusieurs reprises, donc là je la lance à la même force à chaque fois, et je vais faire la même chose dans l'avion, pendant qu'on sera dans la période où on sera à 2G et pendant qu'on sera à 0G, donc où on sera en apesanteur. Et vous allez voir la différence, et je pense que on connaît un peu, je pense, on sait ce que ça va faire. Quand on sera à 2G, la balle va retomber un peu plus vite, et quand on sera à 0G, la balle va flotter. Mais on connaît les résultats, mais je trouve que c'est toujours impressionnant de les voir. Je trouve ça fou. Les amis, là on s'apprête à rentrer dans l'avion, donc c'est cet avion-là qui va nous faire faire des petits paraboles dans les airs. Bon bah les amis, on monte dans l'avion. J'ai trop peur, je sais pas quoi dire. Là je suis dans un état un peu euphorique, un peu peur, un peu... je sais pas, je suis dans un état, je sais pas comment le décrire. L'idée de vivre une expérience qui est tellement rare, tellement exceptionnelle, c'est un peu comme quand vous vous apprêtez à ouvrir des cadeaux à Noël, c'est exactement la même sensation, mais que vous savez pas si le cadeau est empoisonné ou s'il est génial. Allez, c'est parti. Le principe repose sur une idée simple. Comme on l'a vu, l'apesanteur n'apparaît pas lorsque la gravité disparaît, mais lorsqu'un objet est en chute libre. L'objectif est donc de placer un avion et tout ce qu'il contient dans une chute contrôlée. Pour y parvenir, l'appareil suit une trajectoire très particulière appelée une parabole. Est-ce que tu as déjà eu un hamster ou un de ces petits animaux qui courent partout et que l'on met dans une boule en plastique ? Si tu prends une boule en plastique comme celle-ci et que tu la lances avec le hamster à l'intérieur, lorsque tu l'accélères avec ton bras, le hamster est plaqué contre le sol, comme en hypergravité. Exactement comme nous le serons dans l'avion lorsque nous redresserons la trajectoire. Quand tu lâches, le hamster et la boule tombent ensemble selon une trajectoire en arc. Et puisqu'ils tombent ensemble, le hamster et la boule ne montent ni ne descendent, ni à gauche ni à droite, ni vers l'avant ni vers l'arrière. Il est exactement en 0G à l'intérieur de la boule jusqu'à ce que, parce que tu aimes ton hamster, tu la rattrapes. Et il ressent alors de nouveau l'hypergravité. Nous faisons exactement la même chose dans l'avion.
Bonjour. Rejoins-moi, s'il te plaît. Très bien, merci. Et toi? Ouais, très bien. Bon, nous sommes presque prêts à partir, les dernières personnes montent à bord, nous allons fermer les portes et ensuite, il sera trop tard. Tu seras coincé avec nous. Et je serai avec toi pour t'aider pendant les premières paraboles, te guider, te donner quelques conseils sur la façon de te comporter et de profiter de l'expérience. Ensuite, je pense qu'il y a quelques expériences que tu aimerais voir. Nous sortirons donc de la zone de flottement et nous devrons être attachés près des expériences afin que tu puisses voir ce qu'elles font et découvrir la véritable science menée pendant cette campagne. Pendant la montée et la descente, lorsque nous sommes à 2 fois la gravité, en 2G, ne bouge pas la tête. Parce que si tu bouges la tête, le liquide de ton oreille interne perturbe ton cerveau. La sensation est très étrange et c'est la meilleure façon d'avoir le mal des transports. Je ne peux pas. Je ne peux pas l'expliquer. J'aimerais vraiment pouvoir te l'expliquer, mais je ne peux pas. Et ce que j'ai envie de voir, c'est qu'à la première parabole, tu aies un grand sourire et que je te regarde dans les yeux parce que tu sauras enfin ce que l'on ressent. Mais tu ne pourras pas non plus l'expliquer. Ok, bon, on va voir si j'arrive à vous l'expliquer alors. Si vous voyez les personnes en orange, c'est les gens qui font la sécurité à bord. Donc s'il y a un problème, c'est eux qui sont là. Il y a des médecins aussi à bord. Ladies and gentlemen from the flight deck, we are now at 4 minutes from first parabole. 4 minutes. 4 minutes avant la première parabole. Bon bah, je vais me diriger dans la free floating zone. Tout commence par une phase de montée. Les pilotes augmentent la puissance des moteurs et cabrent l'avion, c'est-à-dire qu'ils relèvent son nez vers le ciel. L'avion arrive en phase de montée, là où on passe en 2G, et puis au fur et à mesure que l'avion enclenche sa parabole, la vitesse est réduite. Ah, t'es prêt? T'es pas prêt parce que t'es debout. Le mieux pour commencer, c'est de t'allonger, les pieds ici, la tête ici. On est dans la phase où la gravité est fois presque 2 et je le ressens. C'est vraiment comme si j'avais un énorme sac au-dessus de mon corps qui me pesait. Donc initialement, on va cabrer fortement l'avion et après, on va le mettre dans une espèce de trajectoire balistique. L'appareil grimpe alors rapidement avec un angle pouvant atteindre environ 45 degrés. Pendant cette phase, on ressent une force supérieure à notre poids habituel. Notre corps est davantage plaqué contre le sol de l'avion. On parle alors d'une accélération d'environ 1,8 G. Autrement dit, une personne qui pèse habituellement 70 kg a l'impression d'en peser plus de 120. Je sens que je bascule un peu. Oh là, oh là. Wow. Oh, c'est incroyable. Puis vient la phase la plus spectaculaire. Lorsque l'avion atteint la vitesse et l'altitude souhaitée, les pilotes réduisent la poussée nécessaire pour suivre une trajectoire balistique. L'appareil cesse alors de lutter contre sa chute et se met à suivre la même trajectoire qu'un projectile lancé dans les airs. Après, l'avion va commencer à partir en fort piqué, donc il y a un moment, il faudra arrêter. C'est pour ça qu'on peut recréer artificiellement cette sensation d'apesanteur. Mais après, quand on commence à descendre, là, pour rester dans des conditions d'apesanteur acceptables, comme la vitesse augmente, les pilotes sont obligés d'augmenter la puissance parce que la friction de l'air, la résistance, augmente. On est dans une phase où on prend de plus en plus de vitesse et les pilotes mettent de plus en plus de gaz. À cet instant, l'avion, les passagers, les équipements scientifiques et même l'air contenu dans la cabine tombent tous ensemble. Comme tout chute exactement de la même manière, plus rien n'appuie sur le sol de l'avion. Les personnes à bord se mettent alors à flotter. C'est la phase d'apesanteur. Le plus délicat, c'est justement quand on est dans cette phase de cloche de vol balistique en apesanteur, c'est qu'on essaie d'être le plus précis possible et ça, c'est ça qui est le plus dur, c'est de maintenir un 0G. Ok. Ouah. Ouah. Non, c'est exceptionnel. Mais ça... Je sais pas comment le décrire. Pendant une vingtaine de secondes, parfois un peu plus selon le vol, les effets habituels de la gravité semblent disparaître. Des gouttes d'eau peuvent rester suspendues dans les airs. Des objets flottent librement.
Les chercheurs réalisent rapidement leurs mesures et leurs observations, et pour le coup, ils n'ont pas vraiment le choix d'être rapides. Donc on comprend bien que si on va dans une situation comme ça, au bout d'un moment, on va arriver à des vitesses qui sont des limites pour l'avion, ou qui peuvent être dangereuses parce qu'on se rapproche, on va de plus en plus vite en piqué. Donc à un moment donné, il faut arrêter. Ouah, je sais pas trop où je suis. J'essaye. Donc là, ok, donc là on va. Et là ça repart. Ok. Et là, je reste là. Je garde ma tête. La sensation est exceptionnelle. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'avion ne plane pas pendant cette phase. Il est réellement en train de tomber. La différence est que cette chute est parfaitement contrôlée et calculée. Vu de l'extérieur, sa trajectoire ressemble à une immense arche dessinée dans le ciel. Après quelques dizaines de secondes, l'appareil atteint la partie descendante de cette arche. Les pilotes remettent alors de la puissance et redressent progressivement l'avion. Une nouvelle fois, les passagers ressentent une forte accélération proche de 1,8 G. Cette phase permet de sortir de la parabole et de préparer la suivante. En fait, c'est comme si on était dans l'eau, on essaye de nager mais on peut pas. Et the sensation is incredible. En fait, juste, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment, on vole, on est comme ça. Imaginez, vous mettiez sur les fesses comme ça et vous faites ça, c'est exactement la même chose. Mais imaginez qu'il n'y a rien qui vous retient au niveau des fesses et que vous êtes juste en train de planer, quoi. C'est waouh. Cette fois, essaie d'être un peu actif. Essaie d'apprendre. Pousse contre le sol, pousse contre le mur, vois si tu peux te déplacer d'ici à là, puis revenir. N'aie pas peur d'être la tête en bas, ça n'a aucune importance, d'accord? Donc là, ça va pull-up encore. Je ressens 2 fois mon poids. C'est étrange comme sensation, ma tête pèse 2 fois plus lourd et tout me... Ah oui, le bras, mon bras en fait a du mal à se lever comme si j'avais des lestes, tout tiré vers le bas, mais x2. Ok. Et là on plane. Wow. Ok. Donc là je peux essayer. J'essaye de nager. L'apesanteur, c'est un environnement qui est assez déroutant, en particulier au début. Quand on arrive en apesanteur la première fois, on a l'impression qu'on tombe. Le cerveau crée des alarmes en disant c'est pas normal. Et petit à petit, on doit découvrir que c'est un environnement qui offre beaucoup de liberté. Au lieu de devenir quelque chose qui peut être un peu déroutant et stressant au départ, ça se transforme vite en un sentiment de liberté et on se rend compte que la gravité, le champ de gravité dans lequel on est et la résistance que l'on a quand on est debout, assis, est une contrainte. Donc on vit toute notre vie dans cette contrainte, mais dès qu'on sort de cette contrainte, on se rend compte qu'il y a un espace de liberté énorme. Donc là, je m'assois. Comment décrire la sensation? Par exemple, à la fin, j'avais envie de m'asseoir et j'avais envie juste d'attendre et que je redescende tout seul. Sauf que je pouvais attendre, mais je flottais. Donc il fallait que je tire un peu sur les fils pour redescendre et m'asseoir. Sinon, je ne pouvais pas m'asseoir. On continue simplement. En 2G, c'est beaucoup plus difficile. It's very hard in 2G. Tu verras. Ok, donc là, on va arriver en 2G. One. Pull up. Wow! Alors, il faut lancer la balle 2 fois plus fort. Ma colonne vertébrale a du mal à tenir. Non. Désolé. Ma colonne vertébrale a du mal à tenir bien droite. Ah, regardez, on va faire flotter Bernard. Bernard va flotter dans quelques minutes. Ok, on continue, mais on va flotter. Oh. Tu n'as pas besoin de monter, pousse simplement. Oh wow! C'est incroyable! On peut juste le voir. On demande à n'importe quel astronaute, il y a 2 sensations très fortes lorsqu'on est en mission spatiale. C'est le fait justement de ne plus sentir son poids, jusqu'à ne plus sentir son corps et jusqu'à oublier qu'on a un corps. Ça m'est arrivé de flotter devant le hublot, à regarder la Terre, l'autre sensation très forte dont je vais parler, et oublier que j'avais un corps. Je suis une conscience flottante. Je pense, je vois, j'entends, et si je ne baisse pas les yeux pour voir mes jambes ou j'amène pas les mains devant moi, j'oublie que je suis incarné dans un corps charnel. Et l'autre sensation encore plus forte que la première, c'est la vue de la Terre.
Alors je ne sais pas si nous sommes programmés inconsciemment pour admirer notre planète, mais lorsqu'on tourne autour de la Terre assez bas, assez proche, entre 300 et 600 km, typiquement tous les vols habités c'est entre 300 et 600 km, donc le champ de vue porte à 2500, 3000 km, et on fait le tour de la Terre en 1h30. Donc on fait 16 tours du monde par jour. La moitié du temps, 45 minutes, on survole le côté de la Terre où il fait jour, l'autre moitié le côté de la Terre où il fait nuit. Et si on est sur une orbite très inclinée par rapport à l'équateur, pendant 45 minutes, on survole un hémisphère où c'est une saison. Par exemple, mon premier vol, c'était l'hiver, le début de l'hiver. Et les 45 minutes suivantes, on survole l'hémisphère opposé où c'est la saison opposée. Donc d'un côté, c'est tout blanc. Et puis l'autre moitié de l'orbite, quand on regarde le côté éclairé par le soleil, c'est fleuri, c'est vert. Et on tombe amoureux de notre planète. Et on se dit que nous, on n'est rien. Donc moi, depuis mes vols spatiaux, je me dis que le vivant est fragile, mais la Terre n'est pas fragile. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. Mais c'est bouleversant, parce qu'à la fin, on fait une comparaison entre la planète et notre vaisseau. En fait, notre vaisseau, c'est une petite imitation artificielle d'une planète Terre. On est confiné, isolé, on est en recyclage, on essaie de ne pas gaspiller. Mais la Terre, elle est finie. Elle nous transporte dans le cosmos. Mais vous avez vu que la balle, en fait, elle a ralenti pendant qu'on était en 2G. C'était beaucoup plus dur de la lancer. On s'y attendait parce que la gravité est 2 fois plus forte et donc la balle redescend 2 fois plus vite. Juste un tout petit peu de pression, et c'est parti. Ah ouais. Bienvenue, bienvenue la tête en bas. T'es vraiment doué. Et ensuite, on peut te faire tourner un peu. Ok. Et remettre les pieds vers le bas. Alors typiquement, si on se déplace en apesanteur, on pousse un petit peu, on va aller très vite. Et puis avec l'inertie, ça va être difficile de s'arrêter. Donc on peut imaginer un astronaute qui arrive dans la station spatiale, il a été dans la capsule Crew Dragon SpaceX qui est un peu petite, commence à se déplacer et puis il va un peu trop vite ou elle va un peu trop vite. La tendance c'est je vais m'accrocher à quelque chose pour me stopper et on peut s'accrocher à tout ce qui est sur le mur, qui est fixé avec des sangles ou du velcro, des outils, des ordinateurs, des choses, on peut abîmer, déconnecter des câbles. Se faire mal éventuellement, donc il faut maîtriser ça. Alors, tu t'es senti à l'aise en marchant sur le mur? C'est très étrange, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous sommes la tête en bas, on a exactement la même sensation que lorsqu'on est à l'endroit, et on voit bien que tout paraît à l'envers. Mais on ne ressent aucune différence. Je sais pas comment expliquer, c'est comme si vous marchiez dans le vide en fait. Et peu importe où vous êtes, vous n'avez pas l'impression d'être à l'envers, pas l'impression d'être à l'endroit, il n'y a pas du tout ça. Donc je pourrais juste me tenir droit comme ça et avoir l'impression d'être sur le sol. Mais ça, je n'aurais pas de différence, j'ai l'impression. Donc cette fois, tu veux tourner un peu? T'es sûr? Mais doucement. J'ai pas envie de te rendre malade, d'accord? Donc je vais me mettre ici. Toi, tu t'assieds ici et tu te tournes dans cette direction. Et puis tu te recroquevilles. Assieds-toi. Tu restes comme ça et je fais un petit test de perception. Ferme les yeux et vois si tu arrives à savoir dans quel sens est le haut. Je te dirai d'ouvrir les yeux et tu verras si tu avais raison. Alors reste comme ça, ferme les yeux. Essaie de deviner où se trouve le haut. Que se passe-t-il? Maintenant, ouvre les yeux. Ouvre-les. Tu avais raison? Tu savais? Tu savais dans quel sens tu étais? Ensuite, nous allons te remettre au sol. Il m'a fait tourner et m'a demandé en fait de deviner où est-ce que j'étais et je pense que j'avais raison. Quelle place occupe l'homme dans l'univers? C'est une question difficile. D'ailleurs, moi ce que je trouve fantastique, c'est que l'homme et la femme, l'humain, a été capable de prendre conscience de sa condition d'humain. C'est-à-dire rien du tout dans l'histoire de notre univers, mais en fait énorme en termes de conscience. Alors pourquoi on est là? Est-ce qu'on est le fruit du hasard ou pas? On se pose ces questions en regardant la Terre. On regarde la Terre et on voit qu'elle abrite le vivant. On voit les forêts tropicales, on voit l'endroit où vivent les gens, les villes, les fumées de cheminées des maisons, etc. Et on se dit, on est là et on vit grâce à un équilibre stable mais fragile entre l'atmosphère, l'océan, toute cette biodiversité qui fait qu'on est là. Si on n'a pas appris à vivre ailleurs,
Et on a le temps, on a des milliers d'années, des centaines de milliers d'années, des millions d'années. Un jour, il est écrit qu'il n'y a plus de vivants sur Terre, dans l'évolution de notre Soleil, de notre système solaire. Mais si on se donne le temps, avec des ressources très raisonnables par rapport aux autres priorités terrestres, ce serait très compliqué. Ça reste de la pure science-fiction aujourd'hui. Mais il ne faut pas se l'interdire parce qu'il n'y a pas de loi de la physique qui nous interdise de penser que c'est possible. Et si on pense au voyage interstellaire, le jour où Mars elle-même deviendra inhabitable, pour peu qu'on la rende habitable un jour sous des sphères, parce que ce sera en atmosphère artificielle. Mais il faut imaginer qu'un vaisseau spatial qui transportera l'humanité très très loin, transportera les partants, mais fera arriver leurs lointains descendants 40 000 ans plus tard. Mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est... Il va me faire tourner très vite. Apparemment, une fois qu'on fait ça, c'est fin du vol, après on n'est pas bien. Mais moi, je fais un peu trop le malin. Je crois que j'ai un petit peu trop confiance. Et on va voir ce que ça donne. Alors, t'es sûr de vouloir tourner? Tu veux aller doucement ou tu veux aller vite? Aller vite augmente le risque que tu te sentes mal. Mais tu te sens bien. Donc, si tu te sens mal après, ce ne sera pas de ma faute. Tu l'as voulu, d'accord? On l'a, c'est filmé, c'est toi qui choisis. C'est comme signer une décharge. Ok les amis, c'est parti. Ça va tourner dans pas longtemps. Ok, pour l'instant ça va. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Ok. We lost you a little bit. Tout va bien. Not always smooth. Ok. Ok. Yeah! On bouge plus la tête. Ok. It's very good. You feel fine? Yeah, fine. Fun, hein? Yes. Et je me sens trop bien. Hein. Alors? Yes, I. It was fun. C'était bien? Yeah, very good, thank you. Eh ben franchement, j'ai dit que j'allais pas vomir, je me sens trop bien. Good. Okay. Waouh. Tout le monde flotte, regardez, tout le monde flotte dans l'avion, tout le monde flotte. C'est ouf, hein. Ouais, j'adore. C'est vraiment la liberté. Enfin, en fait, on est libéré d'un poids. C'est vraiment le on est libéré d'un poids. Un vol scientifique peut ainsi enchaîner plusieurs paraboles successives. Certaines campagnes de recherche réalisent plus de 30 paraboles au cours d'un même vol, offrant au total plusieurs minutes d'apesanteur réparties en courtes séquences. Et ces quelques secondes peuvent sembler très courtes, mais elles sont extrêmement précieuses. Bah oui, parce qu'elles permettent aux chercheurs de tester du matériel, d'observer des phénomènes physiques ou biologiques, de préparer de futures expériences et d'étudier le comportement du corps humain lorsque les effets de gravité sont temporairement supprimés. Ok, donc là on va voir Arnaud faire des exercices, donc c'est pour imiter la sortie extravéhiculaire. Vous voyez qu'il a des gants qu'ils utilisent pendant les sorties extravéhiculaires, donc dans l'ISS par exemple, comme Thomas Pesquet l'a fait à 2 reprises. Je ressens encore une fois 2 fois mon poids, mais je suis beaucoup moins perturbé que la première fois. Et là on est à la pesanteur, ok. Donc, regarde le câble, il bouge dans tous les sens. Là on voit le câble. Maintenant, tout le temps, hop, ça crée une tension, laisse-moi faire, laisse-moi porter. Mais ce qui m'a aussi marqué aujourd'hui, comme la première fois, c'est la ressemblance, la similitude avec la plongée sous-marine en fait. Alors, il y a quand même de différence parce que quand tu es en plongée, ce que tu fais, c'est que tu utilises la poussée d'Archimède pour équilibrer le poids. Et donc, tu as une sensation d'impesanteur, une sorte de microgravité, mais qui est globale. C'est que les forces s'équilibrent sur tout ton corps. Alors que là, quand tu fais un vol parabolique, c'est différent, puisque tu te mets vraiment en chute libre, donc tu as une expérience même locale de la microgravité, c'est-à-dire que même à l'intérieur de ton corps, ton sang, tout ça, ressentent cette microgravité. 20. 30. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a vu le fil se tendre, c'était quoi le but? Ouais, donc là en fait avec Hervé, l'entraînement c'était de me familiariser avec la microgravité. Ouais. Donc, tu vois, il m'a fait manipuler différents outils le long de cette rampe là, parce que c'est comme ça qu'on se déplace. Et après là, ce que Hervé voulait illustrer, c'est que quand tu as ce qu'on appelle une taser, ligne de vie, voilà, elle a 2 modes. Elle a un mode où tu vois, elle est lâche, et puis il y a un mode où tu la tends pour
enlever du mou, et donc à ce moment-là, forcément, ça fait une tension et ça te fait bouger quand tu es en microgravité. Pour les astronautes, c'est important, lorsqu'ils vont se retrouver en apesanteur, de maîtriser leur déplacement et d'oublier un peu la sensation d'apesanteur de manière à se concentrer sur la tâche. Dans la station, on se déplace, on utilise l'environnement pour changer de position, la position du corps où s'accrocher, on ouvre des sacs, on transporte du matériel. Donc on leur apprend à maîtriser ça, comment s'accrocher, comment quand on est accroché avoir la sensation de flotter, comment gérer le sac, comment prendre un outil du sac, l'accrocher et le transférer. En faisant des vols paraboliques, en te permettant d'être plus tard performant en microgravité, parce que tu t'es préparé au sol, ça te permet ensuite, quand tu arrives sur la station spatiale internationale, de savoir déjà comment te déplacer, de savoir déjà comment utiliser des outils, de savoir déjà comment te repérer. Et donc tout ce temps que tu as fait passer au sol à te préparer, il est gagné pour réaliser des expériences au profit de l'Agence spatiale européenne quand tu seras sur la station spatiale internationale. Très et bien. toi alors, les premières sensations? J'ai fait des saltos et tout, franchement nickel. Ouais. J'ai marché un peu sur le mur. J'ai bien réussi, normalement, je pense que ça va. Et non, ça s'est trop bien passé, la balle, tout ça, j'ai bien fait flotter. Je suis trop content. Et je suis pas malade, donc c'est cool. Bienvenue dans le club. Merci beaucoup. Ça y est, t'as fait tes premières paraboles. Je suis allé dans l'ISS, on ira ensemble dans l'ISS. Il y a des gens qui savent que la gravité est une contrainte et c'est vrai. l'espace de liberté. Mais c'est incroyable. En fait, de flotter, je sais pas comment décrire la sensation parce que c'est vraiment, en fait, on flotte dans l'air et comme si on nageait, mais on nage pas. En fait, c'est bizarre. Et j'ai essayé, au début, j'étais comme ça en mode ah non. Ouais, c'est ça. En fait, d'essayer de s'attraper, mais non. Tu peux pas. Bon, vas-y. Là, tu l'accroches, tu décroches l'autre, tu le mets dessus. Tu vois, ça revient un peu tout seul. 23 secondes, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, quand on veut entraîner les astronautes à leur mettre en évidence une activité, il faut découper cette activité en tranches de 23 secondes. Et puis en accumulant les paraboles, là on va faire 31 paraboles sur un vol, on commence à accumuler. Tu sais, ces chercheurs testent ce dispositif de pression négative appliqué au bas du corps afin de compenser le déplacement des fluides que l'on observe normalement en apesanteur. Lorsque tout votre sang et les autres fluides de votre corps remontent vers votre torse, puis vers votre tête. Lors des vols spatiaux de longue durée, cela peut provoquer des migraines, une augmentation de la pression dans les yeux, pouvant entraîner des problèmes de vision plus tard. Dans la vie, une dérégulation cardiovasculaire, des troubles digestifs, ce genre de choses. Nous pouvons ainsi vérifier si nous obtenons un effet positif sur le sujet afin de déterminer, d'accord, peut-être qu'à l'avenir il faudra appliquer cette pression pour obtenir cet effet. Peut-être que les astronautes devraient passer 1 heure par jour dans ce type de dispositif. Peut-être que cela suffirait à compenser les effets négatifs à long terme de la microgravité. Nous avons 10 expériences à bord issues de différentes équipes venant de toute l'Europe. Elles ont été conçues et développées au cours de la dernière année environ, et au cours des 2 dernières semaines de cette campagne, nous les avons amenées ici. Nous pouvons les fixer sur ces rails au sol afin de les disposer comme nous le souhaitons, laisser de la place aux opérateurs et aux ingénieurs pour s'asseoir à côté afin de les contrôler. C'est véritablement un laboratoire volant. Et voilà, là on est en apesanteur. Il doit essayer de pédaler le plus vite possible, je pense. Good job, Andrea. Come on, come on, come on. Cette expérience, tu peux le voir, ressemble simplement à un vélo d'exercice classique. Parce que c'est effectivement un vélo d'exercice classique. Mais cette expérience cherche à comprendre précisément comment le cortex moteur s'adapte et comment le contrôle musculaire évolue afin que nous puissions accomplir même des tâches simples comme faire du vélo. Nous voulons vraiment comprendre les changements et les adaptations de l'organisme qui nous permettent d'y parvenir. Les vols paraboliques constituent ainsi l'un des rares moyens de créer, sur Terre et sans quitter de l'atmosphère, un environnement où l'on peut momentanément s'affranchir de la gravité. Pendant quelques secondes seulement, les lois physiques qui façonnent habituellement notre quotidien semblent alors changer, offrant aux scientifiques un laboratoire unique pour explorer des phénomènes impossibles à observer dans des conditions normales. Mais alors, que se passe-t-il lorsqu'un être humain passe plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire parfois plus d'1 année dans l'espace, avant de revenir sur Terre? Parce que là, on a parlé de quelques minutes dans un avion, mais dans l'espace pendant des semaines, ça donne quoi? On pourrait penser que le plus difficile, c'est de quitter notre planète. Pourtant, pour de nombreux astronautes, le retour est parfois presque aussi éprouvant que le départ. Parce que pendant tout leur séjour en orbite, leur corps s'est progressivement adapté à un environnement où les effets de la gravité étaient très différents de ceux qu'il connaît sur Terre. Puis, en quelques heures seulement, il doit réapprendre à fonctionner dans son environnement d'origine.
Le premier choc survient souvent dès l'atterrissage. Après plusieurs mois passés à flotter, le simple fait de sentir à nouveau le poids de son propre corps peut être surprenant. Certains astronautes racontent avoir l'impression que leurs bras et leurs jambes sont devenus incroyablement lourds. D'autres décrivent la sensation qu'une force invisible les tire constamment vers le sol. En fait, ils ressentent littéralement les effets de la gravité. Des gestes qui paraissent banals sur Terre redeviennent soudainement difficiles. Se lever d'un siège, marcher quelques mètres ou simplement tenir debout demande parfois un véritable effort. Les jambes peuvent sembler faibles, comme après de très longues périodes d'inactivité. Cette sensation s'explique notamment par les changements musculaires survenus durant la mission. Sur Terre, de nombreux muscles travaillent en permanence pour maintenir la posture et lutter contre la gravité. Les muscles des jambes, du dos et du cou sont sollicités du matin au soir, souvent sans que nous en ayons conscience. En orbite, ce travail disparaît en grande partie. Même si les astronautes sont obligés de suivre un entraînement physique quotidien particulièrement intense, certains muscles perdent malgré tout du volume et de la force. Au retour, ces muscles doivent réapprendre à soutenir le poids du corps. Le squelette lui aussi a changé. Les os sont des tissus vivants qui se renouvellent continuellement. Sur Terre, ils se renforcent en réponse aux contraintes mécaniques provoquées par le poids du corps et les mouvements quotidiens. Lorsque ces contraintes diminuent fortement pendant plusieurs mois, certaines régions du squelette peuvent perdre une partie de leur densité minérale. Les astronautes reviennent alors souvent avec des os légèrement moins denses qu'avant leur départ. Une partie de cette densité est récupérée au cours des mois qui suivent, mais ce processus peut être long. Le système cardiovasculaire doit aussi se réadapter. Sur Terre, le cœur travaille constamment contre la gravité pour envoyer du sang jusqu'au cerveau. Après plusieurs mois passés dans un environnement où cette contrainte est fortement réduite, l'organisme modifie progressivement sa façon de gérer les liquides corporels. Au retour, le corps doit retrouver ses anciens réflexes. Pendant les premiers jours, certains astronautes peuvent ressentir des étourdissements lorsqu'ils se lèvent rapidement. Leur système cardiovasculaire a besoin de temps pour réapprendre à compenser les effets de gravité sur la circulation sanguine. Par exemple, nous avons constaté que lors des vols spatiaux de longue durée, le corps a besoin de fournir beaucoup moins d'efforts pour faire circuler le sang dans l'organisme. Votre cœur pompe très doucement dans l'espace parce qu'il n'a pas autant d'efforts à fournir. Cela signifie que votre sang peut circuler beaucoup plus lentement, si bien que dans votre veine jugulaire, l'une des plus grosses veines de votre corps, le sang peut circuler si lentement qu'il s'arrête ou repart en arrière, puis former un caillot. Et si ce caillot se retrouve dans vos poumons ou dans votre cerveau, vous avez un gros problème. Nous avons retrouvé des caillots sanguins chez des astronautes lorsqu'ils reviennent sur Terre. Mais l'un des changements les plus spectaculaires concerne souvent l'équilibre. Depuis la naissance, le cerveau utilise les informations fournies par l'oreille interne pour savoir où se trouve le haut et le bas. Ces informations sont intimement liées à la gravité. Après plusieurs mois passés dans un environnement où ses repères ont changé, le cerveau s'est adapté à une nouvelle manière d'interpréter les mouvements. Lorsque les astronautes reviennent sur Terre, il doit de nouveau recalibrer tous ces systèmes. Certaines personnes décrivent alors une impression étrange. Le sol semble bouger, les déplacements paraissent inhabituels et les mouvements de la tête peuvent provoquer des sensations de vertige ou de désorientation. C'est pas rare que les astronautes aient besoin d'aide pour sortir de leur capsule après l'atterrissage. Non pas parce qu'ils sont malades ou blessés, mais simplement parce que leur corps doit retrouver ses marques. Même des gestes simples peuvent sembler nouveaux. Marcher sans rebondir, tourner la tête rapidement, monter un escalier, attraper un objet posé sur une table. Toutes ces actions demandent à nouveau une coordination parfaite entre les muscles et les yeux, l'oreille interne et le cerveau. Les équipes médicales suivent donc les astronautes de très près dès leur retour. Des examens sont réalisés, des séances de rééducation sont organisées et un programme d'entraînement progressif leur permet de retrouver leur capacité physique. La bonne nouvelle, c'est que le corps humain possède une remarquable capacité d'adaptation. Il lui a fallu plusieurs semaines ou plusieurs mois pour s'habituer aux conditions de l'espace. Il lui faudra également du temps pour se réhabituer à la Terre. Mais dans la plupart des cas, cette adaptation finit par se faire. Good job. Come on, come on, come on, come on. J'ai envie d'aller dans l'espace, les gars. Oh là là, c'est... Hop là. Et on redescend. S'il n'y a pas le sol, s'il n'y a pas, je sais pas, les choses pour te repérer au sol, s'il n'y a pas d'autres personnes, en fait, tu te sens désorienté. Tu sais pas où tu es, tu sais pas où est le haut, où est le bas, où est la gauche, où est la droite. Enfin, si gauche-droite, tu sais, mais au bas, tu sais pas. Ouais, du coup, tu as un peu envie d'aller dans tous les sens. Là, il met un pied devant l'autre. Ah oui, non, c'est vrai.
Ah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est dur de gérer son corps en apesanteur. Là, je me filme comme ça. Wow. Regardez. Là, j'essaye de laisser la caméra. Elle flotte toute seule. Ok. Plus qu'une seule parabole, la dernière. Et puis ce sera la fin de ton vol. Mais tu l'as fait, tu t'en es tellement bien sorti, tu souris encore, tu te déplaces facilement, ouais. C'est vraiment impressionnant de voir quelqu'un qui s'adapte aussi bien dès la première fois. T'es naturellement à l'aise. Et là, regardez mes pieds. Waouh! C'est la dernière! C'est dingue! J'adore! Ça va être la fin. Et là, on redescend. Et c'est bon. C'était la dernière. On a fini. Et maintenant on rentre. Waouh! Et là Anthony qui me suit, qui va suivre mon retour depuis l'aéroport, donc à la caméra d'Anthony maintenant. Bon bah félicitations, merci. Bienvenue dans le club des gens qui ont fait des vols paraboliques. Bah, merci beaucoup. Prochain, je monte dans ton AWACS. Mais tu sais, au départ, quand tu es enfant, en fait, tu veux devenir astronaute, mais tu sais pas vraiment ce que c'est que d'être astronaute. Mais tu es attiré par ça parce que les étoiles, c'est super beau. Moi, j'étais au début attiré par l'astronomie, puis ensuite, j'ai grandi, j'ai commencé à m'intéresser à la physique. Enfin, tout ça, ça a éveillé une curiosité en moi. Et puis après, au fur et à mesure que j'ai grandi, j'en ai fait un projet plus concret, si tu veux. Je me suis rendu compte qu'en fait, peut-être que c'était possible, que les chances étaient quand même très faibles, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'aller dans l'espace, mais qu'il existait de temps en temps des recrutements qui étaient faits par l'Agence spatiale européenne, et que donc peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir candidater et être retenu. C'était exceptionnel, merci beaucoup à l'ESA de me permettre de faire ce genre d'expérience, et j'espère que j'ai réussi à vous faire vivre aussi l'aventure que j'ai vécue, parce qu'elle est exceptionnelle. Et je ne sais pas si j'ai réussi à bien décrire la sensation que ça fait. En tout cas, j'ai fait le mieux que je pouvais. La sensation, c'est vraiment comme si on est dans de l'eau, comme si on essaye de nager, mais on ne peut pas nager, on essaye de tourner dans tous les sens, mais on ne peut pas, parce qu'en fait, c'est de l'air. Et du coup, tu as beau bouger, ça fait rien, quoi. Et juste, tu flottes, tu te sens léger. La caméra, elle était légère, la bouteille d'eau, elle était légère, tout était léger. Et en fait, t'es comme ça, tu te balades, quoi. Et ça, c'est génial. Mais la place de l'homme dans l'univers aujourd'hui, eh bien c'est extraordinaire. On regarde la Terre, moi je ne me suis jamais posé autant de questions sur la création qu'en regardant la Terre. Qui ou quoi a créé cette planète, cet objet qui est devant moi, aussi magnifique, aussi coloré, aussi diversifié, qui est fini en taille, qui est unique, il n'y a rien qui lui ressemble, qui est isolé, il n'y a rien de proche pour nous aider. Et qui pourtant est fantastique et abrite le vivant depuis plus de 3 milliards d'années, qui s'est mis à évoluer soudain en forme très complexe. Tout ça, c'est des mystères. Mais je pense que notre destin, c'est en explorant, apprendre, devenir plus connaissant, partager nos connaissances et s'unifier comme un grand univers du vivant. Alors le vivant, c'est dur, hein. Les animaux, ils se battent, il y a des chaînes alimentaires où les plus gros mangent les plus petits, pas toujours, mais bon. Mais est-ce qu'on peut aspirer un jour à du vivant qui n'a pas besoin de cette guerre de tous les jours pour manger et subsister, quoi? Parce que nous, on a une conscience, on peut arriver à éviter ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de guerres qu'avant, il y en a encore. Mais je pense que c'est grâce à la science, à la curiosité, à l'exploration, à l'accroissement des connaissances, qu'on est plus apte à être sage et à s'entendre qu'avant, où il s'agissait de défendre son territoire juste pour manger et survivre. Mais en fait, la gravité est tellement présente dans notre quotidien que nous finissons par l'oublier. Pourtant, elle influence presque tous les aspects de notre corps. Depuis notre naissance, et même avant, notre organisme grandit, se développe et fonctionne dans un environnement où une force nous attire constamment vers le sol. Autrement dit, votre corps est conçu pour vivre avec la gravité. Prenons d'abord quelque chose de très simple, votre taille.
Si la gravité terrestre n'existait pas, vous n'auriez probablement pas la même silhouette. En permanence, cette force exerce une légère pression sur votre corps. Vos os, vos articulations, vos muscles et même les disques situés entre les vertèbres de votre colonne vertébrale supportent cette contrainte. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes légèrement plus grand le matin que le soir. Pendant la nuit, lorsque vous êtes allongé, la pression exercée sur la colonne vertébrale diminue. Les disques intervertébraux se regorgent d'eau et retrouvent un peu de leur épaisseur. Au cours de la journée, sous l'effet de la gravité, ils se compriment progressivement. La différence peut atteindre 1 ou 2 cm chez certaines personnes. Ça peut sembler anecdotique, mais c'est une preuve que la gravité agit sur votre corps à chaque instant. Elle joue aussi un rôle essentiel dans la construction de votre squelette. Contrairement à ce qu'on imagine parfois, les os ne sont pas des structures inertes. Ce sont des tissus vivants qui se renouvellent constamment. Tout au long de la vie, certaines cellules détruisent de petites portions d'os, tandis que d'autres en reconstruisent de nouvelles. Mais comment le corps sait quelle quantité d'os fabriquer? En grande partie grâce aux contraintes mécaniques exercées par la gravité. Chaque fois que vous marchez, courez, sautez ou même restez simplement debout, vos os supportent votre poids. Ils détectent ces contraintes et s'adaptent en devenant plus solides. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'activité physique est si importante pendant la croissance. Les efforts exercés sur le squelette stimulent la formation osseuse et contribuent à renforcer les os. La gravité influence aussi votre posture. Si vous observez attentivement un être humain debout, vous remarquerez qu'il n'est jamais totalement immobile. Même lorsqu'une personne pense ne pas bouger, son corps effectue en permanence de minuscules ajustements pour maintenir son équilibre. Les muscles du dos, du cou, du ventre et des jambes travaillent continuellement pour lutter contre l'attraction terrestre. Sans eux, il serait impossible de rester debout. En réalité, tenir simplement sur ses 2 pieds est un véritable exploit de biomécanique. Le cerveau reçoit constamment des informations provenant des yeux, des muscles, des articulations et de l'oreille interne. Il analyse ces données et corrige en permanence la position du corps pour éviter la chute. La gravité joue aussi un rôle majeur dans la circulation sanguine. Le sang n'est pas seulement poussé par le cœur, il doit aussi composer avec l'attraction terrestre. Lorsque le cœur envoie du sang vers le cerveau, il doit le faire remonter contre la gravité. Ça demande un effort supplémentaire. Une fois arrivé dans les jambes, le sang doit remonter jusqu'au cœur. Pour y parvenir, le corps dispose de plusieurs astuces. Déjà, les veines possèdent de petites valves qui fonctionnent comme des portes à sens unique. Elles empêchent le sang de redescendre sous son propre poids. Les muscles des jambes jouent un rôle essentiel. À chaque pas, ils compriment les veines et poussent le sang vers le haut. C'est pour cette raison que rester assis ou immobile pendant très longtemps peut parfois provoquer une sensation de jambes lourdes. Et c'est pas qu'une sensation. Lorsque les muscles travaillent moins, le retour du sang vers le cœur devient moins efficace. Au final, la gravité influence aussi la façon dont les liquides se répartissent dans le corps, et pas que du sang. Par exemple, lorsque vous restez longtemps debout, une partie des liquides corporels a tendance à s'accumuler davantage dans les membres inférieurs. A l'inverse, lorsque vous restez allongé, ces liquides se redistribuent plus uniformément dans l'organisme. Même certains organes ont une forme et une position liées à la gravité. Au fil de l'évolution, le corps humain s'est organisé pour fonctionner dans un monde où il existe un haut et un bas. Les muscles, les os, les articulations et les organes internes se sont adaptés à cette contrainte permanente. Enfin, la gravité est indispensable à notre sens de l'équilibre. Dans chaque oreille se trouve un petit système de détection appelé appareil vestibulaire. À l'intérieur, de minuscules cristaux reposent sur des cellules sensibles. Sous l'effet de la gravité, ces cristaux exercent une pression qui informe en permanence le cerveau sur la position de la tête. Grâce à ce système, vous pouvez instinctivement savoir si vous êtes debout, allongé, penché ou en train de tourner sur vous-même. Sans même en avoir conscience, votre cerveau utilise ces informations des milliers de fois par jour pour coordonner vos mouvements et maintenir votre équilibre. On ne s'en rend pas compte, mais dans la vie de tous les jours, la gravité vraiment spécifie une direction de l'espace. C'est-à-dire que la direction qui est orthogonale, on va dire, qui est perpendiculaire à la surface de la Terre, elle est particulière parce que c'est selon cette direction que s'applique la gravité sur notre corps. Et quand tu enlèves ça, l'espace devient beaucoup plus isotrope en fait. Ça veut dire qu'il est le même dans toutes les directions. Et donc ça, c'est assez perturbant au départ parce qu'on ne se rend pas compte, je pense, avant d'avoir fait l'expérience comme ici dans un vol parabolique, on ne se rend pas compte de l'importance que ça a pour nous repérer dans l'espace que d'avoir au moins une direction qui est particulière
autour de nous. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, je dirais que c'est qu'on se retrouve vraiment confronté au principe d'action-réaction. Peut-être que ça va vous parler, c'est la troisième loi de Newton. Donc il te dit que toute réaction est opposée et égale à l'action. Et donc, quand tu n'as pas d'autres forces extérieures, quand tu es en chute libre, dans un vol parabolique, si tu veux avoir une action sur un objet, eh bien cet objet va appliquer une action sur toi-même qui est égale et opposée. Et donc, j'ai un exemple simple, c'est que tu veux visser quelque chose, eh bien, tu vas te mettre à tourner autour de ta visseuse plutôt que ta vis autour de la visseuse, tu vois. Et donc, il faut vraiment changer sa façon de réfléchir pour prendre en compte ce principe d'action-réaction qui, dans la vie de tous les jours, est complètement lissé par la gravité qui nous donne, en fait, qui nous fixe dans une direction, qui nous fixe dans une situation. Donc finalement, la gravité n'est pas seulement la force qui empêche les objets de s'envoler. Elle participe à la construction de notre squelette, au fonctionnement de nos muscles, à notre circulation sanguine, à notre équilibre et même à notre croissance. Elle est si intimement liée à notre corps que nous avons tendance à l'oublier. Pourtant, chaque seconde de notre existence se déroule sous son influence. Aujourd'hui, les scientifiques continuent d'étudier avec beaucoup d'attention les effets de la gravité sur le corps humain. Malgré plusieurs décennies de vols spatiaux, de nombreuses questions restent encore sans réponse. Comment préserver efficacement les muscles et les os lors de missions très longues? Quels sont les effets d'une exposition prolongée à l'apesanteur sur le cerveau, sur la vision, sur le système immunitaire? Comment le corps réagirait-il après plusieurs années passées loin de la Terre? Et surtout, serait-il capable de vivre durablement dans un environnement où la gravité est différente de celle à laquelle nous sommes adaptés depuis des millions d'années? Ces questions sont devenues particulièrement importantes à mesure que des projets d'exploration spatiale prennent de l'ampleur. Les missions vers la Lune ou vers Mars pourraient durer bien plus longtemps que les séjours actuels en orbite. Comprendre précisément comment la gravité façonne notre organisme n'est donc plus seulement une question de curiosité scientifique. C'est aussi une nécessité pour préparer les voyages de demain. Mais ces recherches ont aussi des retombées très concrètes sur Terre. En étudiant la perte osseuse observée chez les astronautes, les chercheurs améliorent leur compréhension des maladies comme l'ostéoporose, une maladie qui rend les os moins denses et plus friables. Les travaux sur l'équilibre, la circulation sanguine ou le fonctionnement musculaire permettent aussi de mieux accompagner certaines personnes âgées ou en rééducation. En cherchant à comprendre ce qui se passe lorsque la gravité change, les scientifiques apprennent finalement beaucoup sur le fonctionnement normal de notre propre corps. Et peut-être que c'est là l'enseignement le plus étonnant. La gravité est l'une des forces les plus familières de notre quotidien. Nous vivons avec elle depuis notre naissance. Nous marchons, courons, sautons et grandissons sous son influence, sans même y penser. Pourtant, il a fallu quitter notre environnement habituel pour réaliser à quel point elle participe à chaque aspect de notre existence. En observant ce qui se produit lorsque ces effets diminuent, nous découvrons peu à peu qu'elle ne se contente pas de maintenir les objets au sol. Elle a contribué à façonner notre corps, notre façon de nous déplacer et même notre perception du monde. Finalement, la gravité est un peu comme l'air que nous respirons, parce qu'elle est toujours là. Nous finissons par l'oublier. Mais dès qu'elle change, tout change avec elle. Et ça soulève une question fascinante. Si une force aussi discrète a participé à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, à quel point notre manière de vivre, de penser et même d'être humain est-elle liée à la physique ? Peut-être que comprendre la gravité, ce n'est pas seulement comprendre une loi de la physique, c'est aussi mieux comprendre la relation profonde qui unit l'humanité à la Terre, son monde d'origine. Merci infiniment à l'Agence spatiale européenne de m'avoir permis de faire ce documentaire-là. Merci aussi à la société Novespace. Merci à tous les intervenants. Je pense notamment à Arnaud Prost, qui est astronaute de réserve de l'Agence spatiale européenne et qui va d'ailleurs bientôt aller dans l'espace. Merci aussi à Jean-François Clairvoy. Merci à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau documentaire. N'hésitez pas à me dire le prochain sujet de documentaire qui vous ferait plaisir. On se retrouve très bientôt. C'était Zebrolos. Ciao.